Chers amis, nous nous trouvons dans un lieu historique. Monsieur Amal vient de le rappeler, derrière l'aspect bucolique de l'endroit, s'est caché ici un drame. D'abord un héros qui a habité la maison à côté, que vous avez pu voir depuis l'esplanade, Walter Dewey, mais aussi son épouse, ses enfants, et vous venez de le rappeler, ils ont été l'objet d'une rafle, et en particulier d'un exil en Allemagne à la prison de Ravensbrück, où l'une des filles de Walter Dewey est décédée. Il y a donc ce mélange de paix bucolique du paysage et de drame caché. Je voudrais dès lors refaire un parcours de la vie de Walter Dewey à la lumière de la thématique qui est proposée sur le thème religion et résistance, en montrant comment, dans la vie de Walter Dewey, cette dimension religieuse ou philosophique a été un peu l'âme de son engagement, le support, le socle sur lequel il s'est appuyé. On l'a dit, nous fêtons les 80 ans de son assassinat. Il était né le 26 juillet 1880, ici à la rue Coupée. C'est une maison de famille. Cette maison domine la rue Fondettau et se trouve dans un beau paysage, au point que le jeune Walter avait demandé à ses parents de pouvoir construire une cabane dans le jardin afin de se retirer, de travailler, de méditer, de prier, de s'isoler. C'est un premier aspect de sa vie qui nous montre l'importance de la dimension intérieure de son engagement. Ses parents sont des chrétiens convaincus, ils mettent leur fils aux études au collège Saint-Servais, il fait de très bonnes études, et là, il a l'occasion de rencontrer différents professeurs, dont le père de Sonnet, qui va devenir plus tard pour lui un allié dans la résistance. Quant à ses études supérieures, il les accomplit à l'université de Liège. Il devient ingénieur en 1904 et il fait une spécialisation comme ingénieur électricien à l'Institut Montefiore en 1905. Et en 1911, il ajoute à cela un diplôme en mathématiques appliquées. Cela nous montre que c'est une personnalité qui a le désir d'approfondir les connaissances qu'elle avait déjà et d'une certaine façon, développer ses potentialités par une espèce de formation continuée. Qui plus est, Walter suit des cours de psychologie et de morale du professeur Edgar Janssens, ici à l'Université de Liège, un tout autre domaine, donc, la psychologie, la morale, y compris la morale sociale, et il étudie la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, le grand théologien du Moyen-Âge, qui, en son temps, avait réalisé cette alliance entre la science et la foi, cette manière de concevoir la foi chrétienne à la lumière du raisonnement scientifique et philosophique. Walter ajoute à ses études une dimension plus spécifiquement religieuse. Il travaille les 4 évangiles, il lit certains pères de l'Église, il approfondit les auteurs scolastiques du Moyen-Âge, mais aussi les philosophes modernes. Et c'est ainsi que le 5 octobre 1936, il écrit à Léopold Levaux, qui est un de ses collaborateurs au niveau professionnel, mais aussi quelque part un converti grâce au témoignage de Walter Dewey. Il écrit à Léopold Levaux « Il y a 2 choses pour lesquelles tout fidèle doit vivre et combattre jusqu'au sang, c'est la justice et c'est la liberté. » Justice et liberté. Ce sont vraiment 2 thèmes et 2 convictions qui vont guider toute sa vie. Il épouse Dieudonnée Salmon, fille d'un maître armurier, et ils ont donc 4 enfants, ce qui fait que cette maison est aussi une maison de famille. Et je dirais, la vie familiale
de Walter Dewey a aussi été un socle fondamental de son engagement, un lieu d'affection, un lieu de soutien et même un lieu stratégique. En pleine guerre 14-18, il fonde, avec Hermann Victor Chauvin et le père de Sonnet, jésuite de Saint-Servais, le réseau La Dame Blanche. Cela se passe carrément dans la chambre du père de Sonnet au collège Saint-Servais. Un certain Henri Landau, un Britannique, en fera partie et écrira l'histoire de ce réseau. Ce réseau est caractérisé par un personnel très bien choisi, par un cloisonnement des différentes activités et par la précision des rapports qui en émanent. Après la guerre, la Première Guerre mondiale, Walter Dewey est créé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique par le roi George V. Et après l'armistice de 18, le maréchal Sir Douglas Haig déclara que tous les matins, il avait sur son bureau un résumé des données d'observation fournies par la Dame Blanche et qu'il s'en servait pour la conduite des opérations militaires jour après jour. Ainsi donc, s'en m'étendre sur la première étape de la résistance de Walter Dewey, je souligne l'importance de ce réseau de la Dame Blanche. La guerre finie, Walter Dewey travaille comme ingénieur à la régie des télégraphes et des téléphones, d'abord à Anvers, et puis à Liège, où il est nommé chef directeur de la circonscription téléphonique de Liège. Et ensuite, il est nommé le directeur général de la RTT à Bruxelles. Autrement dit, quand la guerre éclate, c'est le directeur de toutes les communications de Belgique qui est concerné et qui va à un moment décider d'entrer dans la clandestinité pour fournir les communications autrement que par les réseaux officiels, par les réseaux clandestins. Durant l'entre-deux-guerres aussi, Walter Dewey s'oppose radicalement au rexisme. Le rexisme, vous le savez, c'était ce mouvement fondé par Léon de Grelle, mouvement d'extrême droite, mouvement qui s'est avéré collaborationniste avec le nazisme, et aidé par Léopold Levaux, dont j'ai parlé il y a un instant, qui devenait déjà un homme de lettres connu et une personnalité très engagée. Walter fonde avec lui un groupe antifasciste chrétien appelé Unitas Catholica. Ça signifie donc qu'il avait senti venir la menace du nazisme dans nos régions et qu'il avait déjà créé un instrument d'opposition idéologique à cette menace. Et vous savez combien cela était important, puisque le rexisme a eu beaucoup de succès. À l'époque, il était populaire. Léon de Grelle avait quelques slogans. Il trouvait que les hommes politiques n'étaient pas vraiment à la hauteur. Il avait dit qu'il faut faire le grand nettoyage. Et son slogan, c'était très simple, c'est « du balai ». Il faut tous les balayer. Alors ça marchait dans une certaine opinion. Et c'est contre ces slogans que notre Walter Dewey s'est élevé. Il a apprécié la lettre du pape Pie XI, écrite en 1937 contre le nazisme, mit brennender Sorge, qui signifie avec un souci cuisant. Et il a apprécié sans doute la lettre de l'évêque de Liège, Louis-Joseph Kerkhoffs, adressée aux chrétiens de la région germanophone du diocèse en langue allemande, pour les mettre en garde eux-mêmes contre le nazisme qui, évidemment, risquait de s'infiltrer davantage dans la région germanophone qu'ailleurs. Et c'est ainsi que lorsque la guerre éclata, le 3 septembre 1939, jour de la déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, le gouvernement belge proclame à ce moment-là la neutralité du pays. Il élargit sa majorité aux socialistes dans une optique d'union nationale. Et Walter Dewey décide de lutter contre l'apathie générale. Il considère que la Belgique minimise le danger, que cette neutralité est une politique de l'autruche et qu'on risque de ne pas être préparé
à une véritable invasion du pays. Il trouve que l'opinion publique est trop défaitiste, trop soumise. Et c'est pourquoi, le jour même de la déclaration de guerre en 1939, il réunit ses anciens amis de la Dame Blanche, en particulier Hermann Chauvin, Jean de Zonay et Thérèse de Radigues, et avec eux, il fonde le Corps d'observation belge, en abrégé COB. Et il se met en contact avec un certain Daniel, nom de code, un membre du service de renseignement secret de la Grande-Bretagne, le SIS, Secret Intelligence Service, pour avoir un correspondant en Grande-Bretagne, considérant que la Grande-Bretagne était le refuge fondamental de la liberté et de la paix en Europe. Pour lui, l'enjeu est devenu plus sacré encore qu'en 14-18. Un auteur qui écrit à son sujet, Bernard, dit ceci: en 14-18, l'allemand était l'ennemi de la patrie. À partir de 1939, l'allemand devient l'ennemi de la chrétienté et de la justice. Il s'agit quelque part d'un grand conflit entre la vision du monde satanique de Hitler et la vision chrétienne d'amour mutuel. Ainsi donc, pour Walter de Waay, l'opposition est radicale et fondamentale. Hitler, pour lui, c'est l'antéchrist, la bête de l'Apocalypse, selon l'expression du grand résistant, le théologien allemand protestant Dietrich Bonhoeffer. Et là, je me permets un court excursus sur Dietrich Bonhoeffer. Vous savez peut-être que la ville de Liège a servi de cadre au tournage d'un film sur Dietrich Bonhoeffer qui va sortir l'an prochain. J'étais moi-même victime du tournage, car un jour, me trouvant en voiture, place Émile Dupont, la police m'a arrêté en disant « On n'avance plus ». Qu'est-ce qui se passe? On tourne un film. Je me dis « Ok ». Sur quoi, je dis? Sur Dietrich Bonhoeffer. Quoi? Un film sur un pasteur théologien protestant à Liège? Ah ben oui, qui me dit le policier, c'est parce que vous avez des bâtiments qui évoquent l'Allemagne des années 30, que ce soit le fond de la cathédrale, que ce soit l'église Saint-Jacques, que ce soit des bâtiments de la rue du Verbois, ça sert de cadre. Et la ville de Liège a promu son cadre pour différents films, celui-ci donc est du nombre. Et c'est ainsi que vous pourrez l'an prochain voir sur grand écran cette vie de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, en fait, était un pasteur protestant allemand qui a été lui-même, comme Walter de Waay, convaincu du danger du nazisme. Mais lui, il vit en plein pays nazi. Et donc, son opposition est particulièrement mal vue et difficile. Il crée des séminaires d'études de la Bible pour montrer la valeur de justice comprise dans celle-ci et le danger que représente Hitler. Il affirme ainsi: l'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie, car son devoir inconditionnel est envers les victimes de tous les systèmes sociaux, même s'ils ne sont pas chrétiens. Donc cette idée de Bonhoeffer, c'est que la foi chrétienne, c'est le service de l'humanité et des victimes, quelle que soit leur religion. L'organisation qu'il avait fondée pour résister à Hitler en Allemagne est dissoute par la Gestapo en 1937 déjà, mais reprend son activité illégalement. Elle se termine en 1940 par l'arrestation de plusieurs de ses membres. Et plus tard, Dietrich Bonhoeffer lui-même sera arrêté. Il avait été un acteur du complot contre Hitler, ce complot raté qui a entraîné la rafle de pas mal de personnes, emprisonné, et dans sa prison, il a écrit des petits carnets avec des feuilles qui ont été conservées et qui ont été publiées sous le titre « Résistance et don de soi ». C'est un, je dirais, ouvrage important, Widerstand und Ergebung,
parce que ça montre comment quelqu'un de profondément croyant a vécu sa foi comme un lieu de résistance à la dictature nazie. Eh bien, on peut dire que Walter Dewey avait la même conviction ici, dans notre pays. Dans cette drôle de guerre qui va de 1939 jusqu'en mai 1940, Walter Dewey observe les préparatifs de la guerre qui se déroulent en Allemagne, et il veut avertir les personnalités de notre pays de ce danger et de cette menace qui règne. Le 9 mai 1940, veille de l'invasion, il réunit de hautes personnalités politiques et militaires de Liège pour leur faire part de ses angoisses et pour envisager les moyens de renforcer nos mesures de défense. Il va être trop tard, répéta-t-il. Eh bien, le lendemain, c'était l'invasion, c'était trop tard. Alors, durant la période de guerre, il va décider de se démener pour s'opposer à cette occupation militaire par la résistance à travers le renseignement. Dès les premières semaines, quand les Allemands pénètrent en Belgique, ils se démènent pour essayer de protéger certaines installations, mais aussi pour couper les communications entre la Belgique occupée et l'Allemagne. Il sait qu'il est à la tête d'un réseau de téléphonie très important, mais il constate rapidement qu'il n'y a plus de lien de communication avec la Grande-Bretagne. Les liens sont coupés, les communications sont coupées. Et c'est pourquoi, 8 jours après le début de l'invasion de la Belgique, à savoir le 18 juin 1940, Walter Dewey, avec son ami Hector de Marck, qu'on appelait André sous son nom de code, met sur pied un réseau qui va s'appeler Clarence. C'est un réseau de renseignement. C'est une résistance par le renseignement, ce n'est pas une résistance par l'armement. Sa structure est très hiérarchique. Elle est organisée en sections locales, chacune munie d'un conseil de direction. Chaque membre devait prêter serment. Le principe du cloisonnement était érigé en règle absolue. C'est-à-dire que chaque membre du réseau ne connaît que la personne au-dessus d'elle et la personne en dessous d'elle, ou éventuellement les 2 ou 3 personnes en dessous d'elle. Pour le reste, silence et motus et bouche cousue. Qui plus est, si l'on faisait partie du réseau Clarence, on ne pouvait pas faire partie d'un autre réseau, que ce soit un réseau de sabotage, que ce soit la résistance armée, que ce soit l'aide aux évadés, que ce soit l'aide aux Juifs. Nous avions en effet le grand danger de l'Abwehr. L'Abwehr, c'est le service de contre-espionnage allemand, qui s'infiltrait dans les réseaux pour les démanteler. Walter Dewey était très attentif au recrutement des membres du réseau Clarence. Il éliminait les gens trop bavards, les frimeurs, les m'as-tu-vu. Il fallait aussi que les personnes aient une vie normale, une profession, et qu'elles aient l'air de simplement vaquer à leurs occupations habituelles. Pas de rétribution financière, pas de secours en cas de problème. Il y avait donc une discipline qui n'était pas facile à respecter, mais très importante. Le réseau ira jusqu'à compter, semble-t-il, 1500 membres en Belgique. Et justement, Madeleine Dewey, ici présente, est en train de travailler avec son mari André à faire la liste de ces membres, dont beaucoup sont évidemment restés anonymes et inconnus. On entrait dans le réseau de manière progressive, d'abord comme auxiliaire en rendant de petits services, puis comme membre, puis comme agent. Quand on était agent, on devait prêter serment. On jurait ceci: je déclare prendre engagement au corps d'observation belge pour la durée de la guerre, je jure devant Dieu et sur l'honneur de respecter cet engagement, de garder le secret du corps
et d'en observer la discipline. Dans cet engagement, il y a donc une volonté de s'élever au-dessus de l'ordre juridique nazi qui est imposé en Belgique et de prendre à témoin Dieu lui-même, c'est-à-dire une autorité supérieure. En effet, Walter Doé, je l'ai dit, était lui-même un croyant convaincu et il avait confiance dans ses coreligionnaires, de sorte que pas mal de membres du clergé ont occupé des postes importants dans Clarence. Mais en fait, les religieux membres de Clarence n'ont pas joué un rôle décisif dans l'organisation. Les croyances religieuses étaient considérées comme n'ayant pas leur place dans l'organisation comme telle. Chacun était bienvenu. Il y avait donc cette dimension d'une confiance en une autorité supérieure, Dieu, mais pas une obligation d'être de cette religion chrétienne qui animait Walter Doé. Sébastien Belleflamme, un professeur de Sainte-Véronique, a écrit un très grand article sur les prêtres qui se sont engagés dans Clarence. Et il cite l'abbé Louis Delamotte, il cite l'abbé Marcel Renier, il cite l'abbé Jules Mosset, qui tous trois donneront leur vie déjà vers 41 ou 42. Les secteurs différents étaient placés sous la direction d'un responsable et j'ai eu l'occasion, en me promenant à Val-Dieu il y a environ 1 an, de rencontrer un flamand, Paul de Jong, qui me dit « Tiens, vous êtes l'évêque de Liège ?» Je dis « Oui. » Vous savez, dit-il, moi j'ai écrit un gros livre sur la résistance de l'abbaye de Val-Dieu pendant la guerre 40-45. Parce que 2 moines de Val-Dieu faisaient partie de Clarence, et le père abbé était allemand. Et il était capable de protéger les gens grâce au fait qu'il parlait allemand, mais il couvrait ces 2 moines qui étaient dans la résistance. Il semble même qu'il y a eu un post-émetteur dans le clocheton de l'abbaye de Val-Dieu. On voit encore les traces aujourd'hui. Et donc j'ai appris cela, et M. De Jong, qui est en même temps le directeur des éditions Brepols, m'a dit cet endroit-ci pour moi est significatif, j'ai réuni tous les documents. Son livre est paru il n'y a pas longtemps, 400 pages de texte. C'est donc le signe de l'étendue, si vous voulez, du mouvement Clarence et des découvertes qu'il y a encore à faire à ce sujet-là. Ce ne fut pas facile de s'organiser, parce que les communications étaient interrompues avec l'Angleterre, et là, cependant, on était attentif à établir le contact avec la Belgique. Pour le renseignement, le secteur France, Belgique, Pays-Bas du SIS, du Centre de recherche secrète, était Claude Dansey, très connu en Grande-Bretagne, un véritable sauveur de la Grande-Bretagne, grâce aux renseignements qu'il est parvenu à obtenir de tous les groupes en Europe, qui finalement s'adressaient à lui pour qu'il réunisse et synthétise ces renseignements. De plus, le gouvernement belge de Londres dirigeait l'action clandestine en coopération avec les services britanniques. Au début de la guerre, Clarence n'avait que 4 émetteurs pour communiquer avec le SIS, Secret Intelligence Service, mais malheureusement, il n'avait pas de récepteur radio. Donc on pouvait envoyer des messages, mais on ne recevait jamais de messages, et donc on ne savait pas si les messages envoyés avaient été captés. De plus, l'émetteur de Liège n'était pas suffisamment fort pour atteindre directement la Grande-Bretagne. Il fallait donc doubler les messages par des courriers papier ou microfilm que l'on envoyait par un voyageur qui devait atteindre Londres par un détour immense, passant par la France, l'Espagne, le Portugal. Ça prenait des mois. C'était donc un travail de patience infinie. On eut différents essais infructueux pour atteindre Londres, mais finalement, en janvier 1941, on est arrivé. Un certain Aristide a quitté la Belgique et a permis au parachutiste Jean Lamy de venir de Londres et atterrir en secret en Belgique en janvier 1941
avec un émetteur-récepteur enfin. Mais ce Jean Lamy était tellement fier de posséder l'appareil qu'il l'a utilisé trop, et en l'utilisant trop, il s'est fait repérer par les services de goniométrie allemands. Et donc, à un moment donné, il a été coffré. Il a été condamné à mort le 10 janvier 1942. Cependant, il a été transféré en Allemagne et a pu revenir en 1945. Mais ici, il était totalement hors jeu. D'autres essais infructueux ont suivi, mais finalement, on a réussi à recruter un certain Marcel Verham, qui était un professionnel. L'important était en effet que les opérateurs radio soient suffisamment habiles que pour envoyer des messages en l'espace de 10 ou 15 minutes, de manière à interrompre rapidement les émissions, sans quoi ils étaient repérés. Et voilà comment ainsi se sont opérées progressivement les communications de renseignement. Il y a eu toutes sortes d'activités dans le type de communications qui se sont faites. Il y a eu des rapports et le service Clarence était particulièrement réputé en Grande-Bretagne pour la précision des rapports qu'il envoyait. D'autres personnes ont été engagées progressivement et Walter Dewey a été particulièrement inquiété. Il devait loger un peu partout et presque jamais chez lui, ici, au Thiers-à-Liège. Son épouse, Madame Dewey, a été interpellée par une perquisition le 22 juillet 1941 de la part de la police secrète allemande, mais elle a réussi à s'en tirer et on est parti d'ici sans lui faire de mal. Il y a donc une menace qui pèse sur les différentes personnes du réseau. Lui-même, Walter, est menacé. Une de ses amies, Sylvie Arnaud, voit une descente de police dans sa maison qui était place Émile Dupont, numéro 8, en juillet 1942. Elle a réussi, elle aussi, à s'en tirer. Et c'est la maison actuellement sur la place Émile Dupont que l'on voit encore, qui est la possession de l'AWAP. C'est une relique de l'ancienne abbaye Saint-Jacques qui subsiste dans cette maison, une partie du cloître et une partie du réfectoire. C'est donc à 2 pas de chez moi, puisque j'habite à l'Évêché, et j'étais impressionné de me rendre compte qu'à 2 pas de chez moi, la police était venue là-bas cette année 1942. Et voilà que l'épouse de Walter Dewey décède brusquement à 59 ans d'une crise cardiaque le 14 janvier 1943, un an précisément avant l'assassinat de Walter. Ce fut un coup terrible pour lui. Il comptait énormément sur son épouse et il l'aimait énormément. Il a dû donc supporter, je dirais, la difficulté. Il a réuni son comité qui se composait en particulier de Thérèse de Radiguès de Bruxelles, de Henriette Dupuich, de Rose Oyou, de Frédéric et de Clotilde, dont je ne connais pas le nom de famille, d'Alfred Liénard et d'autres encore. Vous voyez qu'il y a une part importante de femmes dans la direction du réseau. Il dut supporter une scission à l'intérieur du mouvement en 1943 de la part de l'abbé Jean Demolin. Celui-ci, en effet, trouvait que le serment qu'il fallait prêter, avec cette dimension d'allusion à Dieu, était trop religieux. Et avec un ami, Julien Streignard, il a quitté Clarence avec 300 autres membres, mais les historiens disent que la véritable raison était que cet abbé Demolin avait fondé son propre réseau qui s'appelait Saint-Lô, et qu'il voulait en rester quelque part le patron et l'autorité unique. Ainsi donc, ces éléments n'ont pas été faciles. Walter Dewey a eu l'occasion d'être en contact aussi avec différents services secrets progressivement en faisant sauter le cloisonnement qui avait été prévu, parce qu'à partir de 1943, il était absolument nécessaire d'établir une collaboration entre les différents réseaux.
Et en particulier, il a donné des conseils pour la direction de la résistance armée, et la personne qui était choisie le fut sur son conseil. Il a aidé ceux qui aidaient les Juifs à fuir le pays, et il a donc entretenu un réseau de relations important qui a dépassé son propre réseau de renseignement. À partir de fin 42, début 43, il était absolument convaincu que la guerre était déjà gagnée, que les Allemands ne faisaient que perdre de plus en plus de terrain et qu'il fallait accentuer, si vous voulez, la résistance par cette collaboration entre les différents réseaux de résistance. Qui plus est, il s'était alors posé la question de sa propre vie. Il s'est dit, si l'on me coffre à ce moment-ci et qu'on m'extorque des renseignements ou d'une façon ou d'une autre, on les trouve à cause du fait que je suis prisonnier, ça va faire un grand dégât dans tous ces réseaux dans lesquels je suis impliqué. Et il semblerait qu'il s'est décidé à ne avoir peur de rien et à risquer sa vie, le cas échéant, d'une façon, je dirais, audacieuse, préférant mourir dans un attentat que de croupir en prison. Et c'est ainsi qu'en 1944, il entend que sa collaboratrice Thérèse de Radigues, qui habite à Bruxelles, rue de la Couronne, est menacée d'une descente de la police secrète chez elle, et il se décide à aller l'avertir en personne de ne pas rentrer chez elle. Il la rencontre, il lui parle, elle lui résiste, et lui dit « Non, moi je reste chez moi ». Il dit « Mais c'est de la folie, vous devez partir ». Elle dit « Non, j'ai des affaires de famille, je partirai dans 2 jours ». Le lendemain, Walter Dewey revient chez elle en lui disant « Thérèse, il faut partir ». Il voulait lui dire ça, excusez-moi, mais elle n'était pas là. Sur ce, on le fait entrer, la domestique le fait entrer dans la maison, il range son manteau et son chapeau au vestiaire et s'installe dans un bureau en attendant Thérèse de Radigues. Sur ce, la police secrète arrive et fouille la maison. Elle voit le manteau et le chapeau au porte-manteau et elle demande à Thérèse de Radigues, elle demande à la servante, pardon, de qui est-ce ? Celle-ci répond du monsieur qui attend là-bas. Alors, on découvre Walter Dewey, on l'interroge, il ne dit rien, mais voilà que revient la propriétaire, Thérèse de Radigues. La police la reçoit chez elle et lui dit « Madame, nous voudrions savoir qui est ce monsieur qui se prétend être le charbonnier qui vous livre le charbon. » Elle a eu un air étonné, mais elle a réussi à le réprimer. Elle est arrivée dans la pièce, elle l'a vu, Walter. La police avait exigé le silence, mais lui a crié son nom de code, qui est plutôt son nom d'identité publique, de sa carte d'identité, qui était Muraille. La police a été furieuse qu'il se soit dévoilé, et elle a voulu le conduire directement à la prison de Saint-Gilles. On le tire hors de la maison, on le mène sur la rue, il réussit à se libérer et il s'encourt, malgré son âge, 65 ans accompli, il réussit à dépasser le bout de la rue de la Couronne pour arriver dans la rue de la Brasserie. Dans un premier temps, il saute dans un tramway. Malheureusement, le tramway s'arrête au signal rouge. Il descend du tramway, il court de nouveau, et voilà qu'un officier de la Luftwaffe, qui n'a rien à voir avec l'affaire, voit cet homme en train de courir, il prend son fusil, il tire, il l'abat. Sur ce, la police secrète, qui avait vu l'évasion, arrive sur les lieux, engueule l'officier de la Luftwaffe parce qu'elle voulait avoir vivant ce témoin grave, ce témoin important de l'opposition. La police n'a jamais réussi à savoir qui était ce monsieur Muraille. Et ça, c'est, semble-t-il, à cause de la tension qu'il y avait à l'intérieur des Allemands, des groupes d'Allemands en Belgique, entre la police secrète d'une part et la Gestapo d'autre part, qui ne se transmettait pas
les informations. On a donc enterré Walter Dewey sans savoir qui c'était. Et c'est plus tard seulement qu'on retrouvera son corps et qu'on pourra alors lui faire, après la guerre, des funérailles dignes. Le réseau a survécu, la guerre a été gagnée, on a pu ainsi bénéficier de l'engagement extraordinaire de Walter Dewey. Si la victoire fut acquise, c'est en particulier grâce à lui. Mais vous le savez, la paix est restée fragile dans le monde d'aujourd'hui, et je me dis que les vertus de Walter Dewey sont plus que jamais d'actualité. Merci de votre écoute.